Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. C'est Sasa pour vous présenter le programme de ce jeudi 6 novembre 2025. Tout d'abord, l'actualité taïwanaise du jour sera présentée par Lisa Dufaux. Je vous rejoindrai ensuite pour le décryptage, pour aller à la rencontre des ONG lors de la marche pour le climat à Taipei. Dans l'émission Taïwan en ébullition, François-Xavier Boulet vous présentera un robot scooteriste qui voit le jour. Et enfin, si vous nous suivez sur Internet dans Graines de Business, Valentin Floquet vous parlera de Mirror AI, une start-up qui utilise l'IA pour prédire les tendances de la mode. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous laisse tout de suite en compagnie de Lisa Dufaux pour les principaux titres de l'actualité taïwanaise. Le ministre des Affaires étrangères reçoit une délégation d'ambassadeurs auprès des Nations Unies. Taïwan veut exporter davantage vers la Corée du Sud grâce à la signature d'un protocole d'entente. La Défense établit un bureau dédié à l'intelligence artificielle. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 6 novembre. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Lin Jialong, a accueilli hier lors d'un déjeuner une délégation composée principalement d'ambassadeurs de pays alliés diplomatiques de Taïwan auprès des Nations Unies. La délégation, qui est à Taïwan du 3 au 8 novembre à l'invitation du gouvernement taïwanais et est composée de 6 membres, est menée par l'ambassadeur des îles Marshall auprès des Nations Unies, John Sik. L'ambassadeur des îles Marshall a salué la contribution de Taïwan dans divers domaines et a affirmé que Taïwan était un membre indispensable de la communauté internationale. Le représentant permanent du Paraguay auprès des Nations Unies, Marcelo Eliseo Scapini Ricciardi, a affirmé que son pays continuerait de soutenir Taïwan dans ses efforts de participation internationale. Plus inhabituel, la délégation comprend également Filippo Tarakinikini, représentant des Fidji, qui n'entretient pas de relations diplomatiques avec Taïwan. Ce dernier a déclaré que ce voyage avait contribué à une meilleure compréhension de Taïwan, avant d'affirmer qu'il continuerait de promouvoir le développement des relations bilatérales entre Taïwan et les îles Fidji. Lin Jialong a remercié les alliés de Taïwan et les pays partageant les mêmes valeurs pour leur soutien à la participation internationale de Taïwan et pour leurs efforts conjoints visant à garantir la compréhension du sens exact de la résolution numéro 2758 de l'Assemblée générale des Nations unies et à s'opposer à son interprétation erronée promue par la Chine. Pendant son séjour, la délégation doit aussi rencontrer la vice-présidente taïwanaise Xiaobi Kim et se rendre au Fonds international pour la coopération et le développement, le Taïwan ICDF, afin d'échanger sur des questions telles que la santé publique, la résilience économique, l'intelligence artificielle ou encore la sécurité aérienne. La Chambre de commerce taïwanaise a signé hier un protocole d'entente avec l'Association sud-coréenne des importateurs, un accord qui vise à étendre la coopération dans 5 secteurs clés. Le protocole d'entente, signé lors d'un forum organisé à Taipei, vise à promouvoir les échanges commerciaux et les expositions conjointes dans les domaines de l'alimentaire, du tourisme, des soins médicaux, de la beauté ou encore du jeu vidéo. Le président de la Chambre, Xu Shubo, a déclaré que l'accord permettrait de poser les fondations d'un partenariat stratégique de long terme. Il a ensuite noté que Taïwan avait enregistré en 2024 un déficit commercial de 22,9 milliards de dollars américains, soit 19,9 milliards d'euros, vis-à-vis de la Corée du Sud et a affirmé qu'une collaboration plus étroite dans ces secteurs pourrait contribuer à améliorer les performances taïwanaises en matière d'exportation. Notons que le commerce bilatéral entre les deux pays a atteint des chiffres records en 2024, avec 64,5 milliards de dollars américains, soit 56 milliards d'euros. La Corée du Sud est déjà le 4e partenaire commercial de Taïwan et les produits sud-coréens figurent aussi en 4e position en termes d'importation taïwanaise, tandis que la Corée du Sud est le 6e marché d'exportation de Taïwan en termes de volume. La Corée du Sud est aussi une destination touristique prisée des Taïwanais et vice-versa. En effet, 1,4 million de Taïwanais ont voyagé en Corée du Sud l'année dernière, contre 1 million de Sud-Coréens partis voyager à Taïwan.
La présidente de l'association sud-coréenne des importateurs, Yoon Young-mi, s'est réjouie des opportunités futures de croissance en déclarant que Taïwan était un partenaire économique clé pour la Corée du Sud et un leader mondial dans le secteur des semi-conducteurs. Des responsables du ministère taïwanais de la Défense ont annoncé aujourd'hui à la Commission des Affaires étrangères et de la Défense nationale du Parlement avoir établi un bureau dédié à l'intelligence artificielle le 1er octobre afin d'intégrer le travail de développement de l'intelligence artificielle de différents départements et d'étudier les applications militaires potentielles de cette technologie émergente. Le lieutenant général Huang Wen-chi, directeur du département de la planification stratégique du ministère de la Défense, a déclaré que ce bureau avait pour vocation principale de promouvoir l'intégration de l'IA dans la détection d'images et de vidéos, la sécurité informatique et la lutte contre le piratage, les applications militaires ultérieures devant être intégrées dans la planification annuelle en fonction du développement et de la maturité des capacités d'intelligence artificielle. Pour l'instant, l'accent est mis sur l'intégration des opérations liées à l'IA des différents départements et divisions du ministère de la Défense. Ensuite, nous ajusterons le personnel nécessaire en fonction des besoins et de l'introduction de l'IA dans les projets d'investissement militaire. Le Parti démocrate progressiste au pouvoir a désigné la députée Su Jiaohui pour représenter le DPP à l'élection de la mairie du Nouveau-Taipei, bastion du Kuomintang depuis 2005, lors des prochaines élections locales qui se tiendront le 28 novembre 2026 et qui verront le maire actuel, Roh Yo-hee, quitter l'hôtel de ville après ses 2 mandats. À 49 ans, la fille de l'ancien Premier ministre Su Tseng-chang et ancien maire du Nouveau-Taipei, qui représente la ville au Parlement depuis 2016, a été choisie par un comité chargé des nominations au sein du parti et sa candidature doit encore être approuvée par le comité central permanent du DPP. Le Kuomintang n'a pas encore annoncé son ou sa candidate, tandis que le président du Parti du peuple taïwanais, le TPP, Huang Guochang, a exprimé à plusieurs reprises son intention de se présenter à l'élection de la municipalité la plus peuplée de Taïwan avec plus de 4 millions d'habitants. Le parti a tenu hier une réunion de stratégie électorale lors de laquelle l'importance capitale de Taipei et de Taoyuan et la nécessité de nommer des personnalités de premier plan a été soulignée, sans que des noms ne soient évoqués. Le processus de sélection pour la mairie de Taipei en particulier est toujours en cours avec plusieurs candidats potentiels qui ont soumis leur candidature. On retrouve notamment Enoch Hu, ou Inong, qui s'est présenté à 2 reprises mais sans succès aux législatives pour la 3e circonscription de Taipei face à l'actuel maire de Taipei, Jiang Wan-an, ou encore l'ex-secrétaire général du DPP, Wang Shijian, et l'ex-ministre de l'Intérieur, Lin Youchang. À Miaoli, Chen Ping-an est vue comme une candidate sérieuse. Cette avocate a fait ses débuts politiques en participant au mouvement citoyen anti-chauffard à Miaoli en 2013 et en aidant bénévolement des victimes d'accidents de la route à demander justice, avant d'être élue au conseil municipal de Miaoli en tant qu'indépendante. Notons que le DPP a déjà nominé fin octobre Chen Ying, d'origine autochtone, pour le comté de Taidong, mais aussi Lin Guozhang pour le comté de Yilan, Wang Meihui pour le comté de Jiayi, ainsi que He Xin-chun pour la ville de Taichung. Le président de Taipower, Zheng Wensheng, a confirmé hier que les centrales nucléaires de Guosheng et de Ma'anshan, soit les centrales numéro 2 et numéro 3, remplissaient les conditions de base pour faire l'objet d'évaluations en vue d'une éventuelle réouverture. Ces 2 centrales ont été mises à l'arrêt définitif respectivement en mars 2023 et en mars 2025. Zheng a précisé que la priorité actuelle de Taipower était de construire un site de stockage à sec à Guosheng, tandis que d'importants travaux de maintenance sont en cours à Ma'anshan. Zheng a ajouté que des évaluations menées par le ministère de l'économie étaient en cours. Le ministre de l'économie Gong Mingxin avait déclaré mardi que les évaluations se concentraient sur la question de savoir si une réouverture était possible et que les coûts détaillés d'une réactivation seraient présentés lors d'une étape ultérieure. L'opposition à une potentielle réouverture reste forte au sein du milieu associatif. Les associations affirmant notamment que la centrale de Guosheng a déjà été officiellement mise hors service et ne remplit donc plus les critères pour être réactivée, et appelant le gouvernement à ne pas dépendre des centrales nucléaires vieillissantes pour compenser les retards pris dans la transition énergétique. Suite à la détection du virus de la peste porcine africaine dans une exploitation porcine à Taichung le 21 octobre, la municipalité a mené plusieurs opérations de désinfection.
Après le déploiement de l'armée pour aider au travail de décontamination, l'Institut de recherche vétérinaire a effectué une 3e série d'échantillonnages hier. Les résultats publiés aujourd'hui indiquent que 3 des 52 échantillons sont positifs à l'acide nucléique. Le ministre de l'Agriculture, Chen Junji, qui est également commandant du centre de réponse d'urgence pour la peste porcine africaine, a commenté les résultats. Nous avons immédiatement demandé à l'Institut de recherche vétérinaire de réaliser des tests d'activité virale ou d'isolement du virus. Avec une désinfection rigoureuse, si l'ADN viral n'est pas entièrement dégradé, des fragments d'ADN peuvent encore réagir à l'acide nucléique, mais cela n'indique pas forcément qu'il soit actif. Il est essentiel de noter que seul un virus actif peut être transmis. Le ministre a indiqué que la municipalité de Taichung devait intensifier ses efforts de désinfection jusqu'à l'obtention de résultats négatifs et mettre en œuvre des mesures strictes d'isolement et de confinement dans l'exploitation touchée, en déployant des ressources policières pour la surveillance si nécessaire. Il a également souligné que les résultats n'auraient aucune incidence sur la levée des interdictions concernant le transport et l'abattage des porcs dans le reste du pays. Enfin, concernant les recommandations d'experts de cesser l'élevage porcin sur cette exploitation, le ministre a déclaré que l'enregistrement des exploitations d'élevage relevait de la compétence de la municipalité de Taichung et qu'il leur fera part de ces recommandations. Des experts en santé publique appellent le gouvernement à prendre des mesures plus fortes pour réduire la consommation de sucre de la population pour faire face à la progression rapide du diabète à Taïwan. Selon les chiffres de la Taiwanese Association of Diabetes Educators, publiés dans son rapport annuel de 2024, Taïwan compte plus de 2,56 millions de patients diabétiques avec des diagnostics posés chez des personnes de plus en plus jeunes. Plus de 20% des patients sont en effet diagnostiqués avant leurs 50 ans, tandis que le taux de personnes diabétiques de moins de 40 ans a augmenté de 25% entre 2016 et 2020. Xu Zhicheng, directeur exécutif du Centre national pour la recherche en gériatrie et en bien-être, a fait remarquer que les diagnostics chez les personnes de plus en plus jeunes signifiaient des patients vivant plus longtemps avec la maladie et faisant face plus précocement à des complications, avec notamment des maladies des reins, des maladies cardiovasculaires ou encore la rétinopathie. En cause, des modes de vie malsains qui comprennent des régimes riches en sucre et un manque d'activité physique. Selon une enquête nationale sur la santé, plus de 30% des adultes taïwanais consomment des boissons sucrées chaque jour, un taux qui est encore plus élevé chez les adolescents. La nutritionniste Ouyang Zhongmei a déclaré que la réduction de la consommation de sucre devait être une priorité de santé publique et a appelé le gouvernement à se référer à l'expérience d'autres pays comme le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud ou encore Singapour, qui ont introduit des étiquettes d'avertissement obligatoires pour informer sur le contenu nutritionnel des produits sucrés. Ouyang Zhongmei a aussi suggéré de renforcer la sensibilisation en matière de santé dans les écoles et les quartiers, ainsi que l'augmentation de la taxe sur le sucre. La nutritionniste a cité les résultats d'études locales, selon lesquelles environ 70% des bouteilles de boissons sucrées vendues à Taïwan étaient des produits riches en sucre, avec 41,6% qui dépassent la limite recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, fixée à 25 grammes de sucre par personne par jour pour un adulte. Elle a ensuite ajouté que presque tous les thés au pair, les bubble tea, dépassaient de beaucoup cette limite et que même 28% des versions soi-disant faibles en sucre ou avec seulement 30% de la quantité standard de sucre dépassaient elles aussi les recommandations de l'OMS. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 6 novembre qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.